Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, Oui, oui, oui. goûtons voir, Non, non, non. goûtons voir si le vin est bon. Eh oui, goûtons voir, Oui, oui, oui. goûtons voir, Non, non, non. goûtons voir si le vin est bon. Comment vas-tu mon cher Robert ? Je suis totalement exténué, par beaucoup de choses, mais je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du Régime des Actifs. Et c'est bientôt les vacances les gars, hein. Et qui dit vacances dit qu'on va s'amuser. Et comment est-ce qu'on peut s'amuser mon cher Maurice ? On peut s'amuser faisant une partie de Gartic Phone. Le Gartic Phone c'est très drôle, on pourrait faire des lives Gartic Phone ou Ça serait, je sais pas, des rediffs. Ça serait hilarant, mais faudrait qu'on se censure un peu. Parce qu'on a tendance à... Faudrait qu'on se censure vraiment beaucoup. Beaucoup même. Mais à part cette activité, on peut s'amuser avec modération, bien sûr, en consommant un peu de vinasse. Un peu d'alcool, un peu de spiritueux. Si vous écoutez ça alors que vous êtes sur le point de partir en vacances d'été, peut-être que vous aurez envie d'une bonne bière. Si vous êtes plutôt dans les périodes de Noël, comme nous, alors que nous enregistrons, ça sera peut-être le vin chaud. Et si vous êtes sur les îles, vous pouvez boire un peu de Romont de Zizi. De Romont de Zizi, je me souviens plus quel était le nom. C'était pas ça, mais c'était le redresseur de Zizi. C'était le redresseur du Zizi. Le redresseur de Zizi, ouais. Et bien connu si vous de êtes... nos compatriotes d'outre-mer. Et oui, c'est vrai qu'à force de l'utiliser, il a tendance à s'user, et voilà, c'est comme une pompe, il faut le regonfler. Sinon, si vous êtes un Méditerranéen qui fait chaud et que vous avez un peu de saucisson, ça peut être aussi l'occasion de prendre un peu de pastis, l'or jaune comme on dit. L'or jaune du midi. Mais oui, donc nous parlons alcool et nous allons parler dans cet épisode du marché des alcools. Sous toutes ses facettes, nous allons voir à la fois ce qu'est que le marché des spiritueux et des alcools, mais nous allons également voir comment investir dans ce marché. Vous verrez qu'il y a différentes façons de le faire. Nous allons aussi voir côté fiscalité. On vous dit tout dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un super doigt mouillé, un peu comme le tout premier épisode du doigt mouillé qu'on avait fait. Je sais pas si tu te souviens sur l'épisode sur le secteur le consulting. Du consulting, oui. Du conseil. Parlons François. Et donc aujourd'hui, ça va être analyse macro, focus investissement et focus fiscalité. Alors je te propose de lancer le jingle du doigt mouillé. C'est la rubrique du doigt mouillé. 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 This is not financial advice. Donc, le macro doigt mouillé. Et pour commencer ce macro doigt mouillé, je te laisse la parole pour que tu nous présentes un peu le marché des spiritueux. On vous parle d'alcool, mais pourquoi est-ce que ça serait intéressant de s'intéresser au secteur des spiritueux ? Alors déjà, faut se rendre compte que le secteur des spiritueux, c'est un secteur qui est en pleine croissance. Alors on n'est pas sur de la croissance à 2 chiffres, mais on est sur de la croissance qui est pas loin du 10% annuel en termes de chiffre d'affaires mondial. Au moment où on enregistre le podcast, on chiffre environ la taille du marché des spiritueux mondial à 1600 milliards de dollars. Ça en fait des hôpitaux, hein. Ce marché va donc se répartir sur plusieurs segments. Dans les segments, on peut penser à des alcools qui vont être assez forts, des liqueurs, etc. Pastis, rhum, tequila, vodka, ce que vous voulez. Le vin, on va avoir aussi la bière, des choses beaucoup plus douces. C'est ce que je voulais te demander. C'est un marché qui est assez bien réparti géographiquement. Le plus gros consommateur mondial, c'est l'Asie, c'est la zone Asie-Pacifique, mais après on a une solide consommation sur le vieux continent et dans le Nouveau Monde. Et d'ailleurs, moi je vous parle des premiers consommateurs géographiques en volume, mais alors je te laisse deviner mon cher Maurice, les plus gros consommateurs par rapport à leur nombre d'habitants. Alors, j'aurais tendance à dire les pays de l'Est. Eh bien, tu vas être surpris parce que le premier, ça serait la Belgique et le deuxième, ça serait la France. Ah oui, bien sûr. Ce qui est quand même assez flatteur. Hein.
On est bien d'accord que tu l'as dit hein, d'ailleurs, mais par marché des spiritueux, on entend marché des alcools au sens large. Parce que spiritueux, dans le langage C'est courant, ça, l'agneau, là. Très bien. Donc c'est la France et Et, la Belgique qui ont tendance à lever un peu plus le coude que les autres. La France suivie par l'Allemagne, hein, quand même, il faut rendre à César ce qui est à César. Ah oui. Les Européens ne sont peut-être pas le plus gros volume dans l'absolu, mais proportionnellement, ils sont quand même très bien dans la compétition. À côté de ça, c'est assez intéressant parce que ce marché, quand on l'observe dans sa globalité ou en fonction des tranches d'âge, on va pas du tout observer les mêmes préférences en fonction des âges. C'est un marché sur lequel il y a quand même une certaine diversification à voir en termes de type d'alcool. Quand on regarde par exemple les statistiques aux États-Unis, on voit que les cocktails, c'est le type d'alcool qui plaît plus aux gens qui sont entre 20 et 40 ans. Qu'entre 40 et 60, c'est plutôt la bière. Et qu'au-dessus de 60, on est face à des gens qui préfèrent largement le vin. Et bien sûr, les cocktails, le vin, la bière, ça se vend pas au même prix, ça se fait pas de la même façon. Autre point qui est assez intéressant, c'est se poser la question de où est-ce que ça se vend le vin, où est-ce que se vend non pas le vin pardon, mais où se vendent les spiritueux. Alors c'est beaucoup dans les magasins, dans des magasins spécialisés, mais ça va être aussi en supermarché, dans des supérettes, dans des bars et dans des restaurants, et via internet. Et là, ceux que je vous ai cités, ils représentent chacun à peu près 18% des ventes d'alcool. Autre point intéressant, je vous disais que le marché augmentait chaque année en termes de volume d'argent, mais il augmente aussi en termes de volume de litres. Alors ça augmente moins vite que les volumes d'argent, tout simplement parce qu'il y a l'inflation et parce qu'il y a une forme de premiumisation dans l'alcool, c'est-à-dire que les alcools se vendent plus cher et sont souvent de meilleure qualité. Mais voilà, dans l'absolu, on arrive chaque année à vendre plus d'alcool à de braves travailleurs ou retraités qui n'attendent qu'à se bourrer la gueule. Et alors, en France, de mémoire, je crois que c'est la bière qui est le plus vendu. C'est en tout cas le plus consommé. Alors, la bière a dépassé le vin, mais c'est parce que sur le vin, on a observé un phénomène de premiumisation. Le vin, avant, c'était un peu l'alcool qu'on mettait partout. C'était l'alcool soda, donc il y avait à la fois le vin de grande qualité qu'on trouve sur la grande table, et il y avait la villageoise qu'on s'enfile pour voilà, se le bourrer la litron gueule. de vin le midi à la cantine d'entreprise que chaque ouvrier avait pour oublier ses tourments. Mais c'est marrant c'est intéressant de parler de premiumisation. Parce que d'ailleurs, la France est championne des alcools de luxe. On est à 70-80% des ventes au niveau mondial des collections de grands vins, de grands crus. Parce qu'on a aussi une question d'augmentation de la demande qui est liée aussi à la hausse au niveau mondial des millionnaires/milliardaires, mais aussi grâce à la démocratisation d'un truc tout bête, que sont les cours d'œnologie, et qui fait que les gens apprécient de plus en plus le vin. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, mais après une période où on a eu énormément d'agriculteurs qui ont mis la clé sous la porte, et la grande distribution qui avait pris énormément de parts de marché dans le domaine des alcools, on a aussi un retour des particuliers qui vendent le vin qu'ils ont produit ou la bière qu'ils ont pu produire. Et je sais pas si tu as fait l'expérience, mais dans les centres-villes, tu peux aller dans des caves et avoir la présentation de vin par un vigneron de la région, un vigneron indépendant, et tu peux goûter comme ça des vins de table qui sont parfaitement délicieux. On voit qu'il y a un marché qui se développe, on voit qu'on a des produits qui sont de meilleure qualité et dont les prix tendent à monter. Et donc la question qu'on se pose, nous, c'est n'y aurait-il pas moyen de gagner un peu d'argent, de gagner un billet? Et alors, c'est là que nous ouvrons vraiment la rubrique du dos mouillé dans son essence la plus pure. Comment est-ce qu'on fait pour faire de l'argent dans les spiritueux? Alors bien sûr, ce n'est pas un conseiller en investissement. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher les différentes façons d'investir dans le domaine des spiritueux et on vous apporte purement de l'information. Et donc dans cette rubrique, on va parler des différentes façons d'investir dans les spiritueux
en commençant par la plus simple, trouver une bonne bouteille. Est-ce que tu peux m'en dire plus, mon cher Maurice? Mais tout à fait, mon cher Robert, évidemment. J'ai envie de dire, c'est peut-être la deuxième façon de s'enrichir avec les alcools. La première étant vendre ces bouteilles. Mais lorsqu'il s'agit de les acheter, est-ce que c'est un bon investissement, ou du moins peut-on investir dans des bouteilles? Et moi, je vais vous parler en particulier des bouteilles de vin. Il y a plein de choses à savoir, c'était très intéressant quand je me suis renseigné, j'ai découvert tout un monde. Vous avez en fait un marché non coté, qui est celui des bouteilles, et qui suit plusieurs critères d'investissement. Et les principaux critères d'investissement sont le fait que les bouteilles soient ou non des grands crus, donc des grands noms, des grandes maisons comme Château Lafite par exemple, et qui en fait sont extrêmement demandées, tant au niveau national et qu'au niveau international. À côté de ce critère d'investissement, vous avez évidemment le millésime, et ensuite, bon, ça dépend de plein d'autres critères, ça dépend du goût, bien sûr, ça dépend du prestige, ça dépend des conditions dans lesquelles la bouteille a été conservée, ça c'est assez important. De ce que j'ai pu voir, c'est la plupart des investisseurs n'achètent que des bouteilles qui ont un historique de conservation. Évidemment, une chose, c'est une bouteille conservée par un producteur dans une cave avec une température et une humidité qui sont millimétrées. Une autre chose, ça sera le collectionneur du dimanche qui garde sa bouteille dans sa cuisine par tout temps. Et je t'avoue que je suis allé voir dans la cuisine de mon père, et toutes ces belles bouteilles étaient gardées n'importe comment, donc je me demande si en fin de compte il n'aura pas de mauvaise surprise le jour où il les débouchonnera. Ça me rappelle l'histoire des gens qui investissaient dans les boîtes de sardines. Qu'est-ce donc que cet investissement loufoque? C'est une histoire, je sais pas si elle est vraie, mais il y aurait eu un temps, au XXe siècle, dans lequel on aurait une pénurie de sardines aux États-Unis. Et il y a un gars comme ça qui a acheté des tas de boîtes de sardines, dont la valeur a explosé. Et à un moment, il a voulu fêter sa fortune en goûtant ses sardines, en ouvrant une de ses nombreuses boîtes, et il s'est rendu compte qu'elles étaient dégueulasses. Une spéculation halieutique. Je ferme ta parenthèse en t'informant que tu peux investir dans les vaches à lait. Dans les vaches à lait. Dans les vaches à lait. C'est une matière première? Tu peux acheter des parts d'une vache dans les exploitations laitières. Et figure-toi que le rendement est assez intéressant, c'est entre un peu plus de 3% par an, presque autant que le livret A. Avec le risque aussi que cette vache décède. Hein. D'autres investissements loufoques, comme la carcasse de porc. Ah oui. Et oui, ça rentre dans les matières premières, ou alors le saumon, tout simplement, hein, que vous pouvez trouver chez Euronext. Excellent. Mais pour revenir à ce que tu disais, donc revenons à ce que nous en disons, fait, oui. ce que tu nous dis, c'est que quand on veut investir dans des bouteilles, il y a la question de la conservation qui rentre en jeu, mais ça a un certain coût. Alors, il faut... Tu sais, par exemple, nous, dans les épisodes que nous avons faits sur l'investissement pour les nuls, en quelque sorte, revenait par exemple la question de où acheter un actif. Donc toi, tu nous disais, il faut regarder par exemple le courtier et les frais qui en découlent. Parfois, il y a des frais cachés, parfois il y a très peu de frais en fonction de l'actif sélectionné ou du courtier sélectionné. Et il faut savoir que pour le vin, il y a aussi des places de marché. Et ces places de marché, elles peuvent être très classiques, comme toutes les plateformes qui vendent du vin au quotidien, ne serait-ce que votre supermarché. Mais vous pouvez acheter également du vin en tant que primeur. Et alors, sais-tu ce que c'est que du vin acheté en primeur? Je ne sais pas du tout. Le primeur, pour moi, c'est celui qui te vend des fruits et légumes de bonne qualité. Moi, que le fruit en question soit des raisins, mais ici, ça veut dire acheter le vin avant même qu'il ne soit sorti de la barrique, de l'endroit où il est créé. En fait, tu l'achètes à un prix beaucoup plus avantageux parce que, évidemment, tu n'as pas le produit en main. Ça, c'est l'avantage. Et pour le producteur, c'est lui permettre en fait d'avoir de la trésorerie. T'es rémunéré par une forme de prime de risque, dans le sens où t'achètes la bouteille sans savoir quelle sera la qualité du millésime. C'est un futur, quoi. Pour obtenir des informations par rapport au marché du vin, comme ce n'est pas un marché coté, il y a tout de même des outils qui tentent en quelque sorte de réaliser cette cotation. Donc vous avez plusieurs outils très utiles. Vous avez Ideal Wine,
I comme je deal, wine comme vin, qui vous donne en fait les cotes des différentes bouteilles. Après, vous avez des index, vous avez le Winedex, qui peut se faire par région, par exemple le Winedex Bourgogne, qui est l'indice des vins de Bourgogne, et pour vous donner un ordre d'idées, entre 2017 et 2019, il a fait plus de 183%. Ah oui. Mais ensuite, je suis allé regarder en ligne, il y a beaucoup d'autres index. Il y a le LiveX Fine Wine 100, qui est un peu une sorte de SP500, mais des 100 meilleures bouteilles de vin au niveau mondial. Et là, on constate par exemple que sur les 2 dernières années, ça pique un peu. Ils ont perdu presque 5%, mais sur 5 ans, ça fait du 16%. Et vous en avez tout un tas d'autres. Vous avez le Bordeaux, vous avez le Champagne, le Rhône, vous avez l'Italie, vous avez le niveau mondial, parce qu'évidemment, il n'y a pas qu'en France. Et enfin, vous avez d'autres outils comme Wine Decider, donc le décideur de vin, qui est un site en fait qui recense toutes les ventes et des bouteilles en ligne et qui fait la moyenne des prix. Et ce qui permet ensuite de savoir quelle est l'évolution de ce prix. Dans ce cas, tu me diras, mon cher Maurice, donne-moi un cas pratique, un exemple pour une bouteille précise. Et ben, je t'en ai trouvé une. Je t'ai trouvé une bouteille qui s'appelle... Moi, je veux connaître le prix de ma villageoise. Hein. Ah, de ta villageoise, j'ignore le prix de ta villageoise, mais si tu avais acheté un château Béchevel de 2016, donc en 2016, il se vendait 160 € en bouteille, 79 € en primeur, et aujourd'hui, tu pouvais le revendre à 278 €, c'est-à-dire environ 9% par an et 74% au total. Pas mal, j'ai envie de dire, c'est pas mal. Ce qui est, ma foi, fort sympathique. Ce qui est fort sympathique. Mais au-delà de ça, tu me diras, Maurice, quid des impôts lorsque j'achète une bouteille? Alors, non pas les impôts sur l'alcool en général, ça c'est pour plus tard, mais l'impôt sur les bénéfices réalisés lors d'une vente de bouteille. Eh bien, sache que chaque cession inférieure à 5 000 € n'est pas imposée sur les plus-values. C'est fantastique. Est-ce qu'il y a donc une forme de dérogation qui ne force pas à déclarer ce genre de transaction? C'est une dérogation générale sur toutes les cessions, non pas seulement sur les spiritueux, parce que ça s'applique par exemple également lors des ventes aux enchères. Quand vous allez chez Christie's et que vous vendez le tableau hérité par votre grand-père, si vous faites une plus-value dessus, si c'est en dessous d'un certain palier, alors peut-être que c'est 5 000 comme le reste, à vérifier, je pense que ça peut monter jusqu'à 10 000, vous n'êtes pas imposé. En revanche, et d'ailleurs j'ai bien fait de vous parler de vente aux enchères, vous pouvez également vendre et acheter des bouteilles aux enchères. Par enchère, j'entends vraiment celle réalisée avec un commissaire-priseur, ce qui est très courant en France. Il suffit d'aller à Paris, vous allez à l'hôtel de Drouot. Es-tu déjà à l'hôtel de Drouot, Robert? Pas du tout. Bah, tu iras la prochaine fois, c'est dans le 9e arrondissement. C'est ouvert au public et tu as toutes les expositions de toutes les ventes aux enchères. Ça peut aller des tableaux aux statues jusqu'aux voitures de luxe, mais également les bouteilles. En revanche, quand vous allez là-bas, il faut savoir deux choses. Les prix sont estimés par des experts. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que vous payez des frais, et notamment les frais du commissaire-priseur qui peuvent monter jusqu'à 25% du prix. Donc attention, c'est pas, certes il n'y a pas d'impôt, mais c'est pas gratuit non plus. Il y a des frais quand même. Des frais quand même. Et tu vois, ce marché des bouteilles de vin, il est tellement développé que certains vendeurs, certains organismes ont carrément des agréments de l'AMF. Attention, on ne fait pas n'importe quoi avec le vin. Peut-on faire des délits d'initiés avec le vin? Plein de magouilles. D'ailleurs, faites attention parce qu'il y a également beaucoup de faussaires. On se souvient tous de cette histoire d'un faussaire qui vendait de la piquette dans des très jolies bouteilles en faisant croire à ses investisseurs qu'il s'agissait de grands crus français. Et alors, pour conclure, ce que je trouvais également intéressant, c'est que là, on vous parle d'alcool et de spiritueux, donc c'est un peu un clin d'œil au principe de diversification de ces actifs. Mais au sein de l'actif particulier des spiritueux, vous pouvez encore diversifier votre portefeuille en achetant plusieurs bouteilles différentes par millésime, par région, par grand cru. Et par classe d'alcool, hein, on peut noter, donc tu as beaucoup abordé la question du vin, mais si tu prends les grands spiritueux, donc mettons le rhum,
Tu as aussi des très belles bouteilles qui se vendent à plusieurs centaines, voire plusieurs bien sûr. milliers d'euros. Moi, j'avais eu la chance d'ailleurs de tester des grands crus de rhum à la Rhomerie Clément. Et je peux t'assurer qu'on sentait la différence avec le rhum bas de gamme. Le capitaine Morgan. Le capitaine JP Morgan. Et alors, nous avons abordé le sujet de l'investissement dans les bouteilles, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt aller à la source et Mais on investir peut aller carrément à la source. On peut investir, chez les gens non qui font pas- les bouteilles? mieux que ça. On peut investir sur les terres qui Ah. permettent de créer le vin. Et oui, parce que pour faire du vin, il faut quand même partir de raisin. Et ce raisin, on le plante dans des vignes et on le cultive. Et il est possible d'investir dans les terres agricoles par plusieurs moyens que j'ai pu étudier. Mhm. Alors, le moyen le plus commun en France, c'est d'investir dans des groupements fonciers viticoles. Mm. Donc en fait, prendre des parts dans une vigne. Et c'est un placement qui a certains avantages fiscaux, notamment sur la question de la succession. L'imposition de la succession, au lieu d'être à 50% et à 75%, jusqu'à un plafond de 300 000 euros. C'est un investissement qui permet donc de se placer dans le terroir sur des vignes qui sont aux quatre coins de la France et qui permet un de avantage toucher fiscal de sur les revenus également. effectivement. Après, il est pas si avantageux que ça. Il est pas si avantageux que ça. C'est du même ordre sur les revenus que ce qu'on gagne dans les actions. Très bien. Mais il y a quand même des choses qui sont très supérieures par rapport aux actions. Et là, je veux te parler, bien sûr, des juteux dividendes. Et alors, le rendement moyen d'un groupement foncier, d'un groupement foncier viticole GFV en France, ça va être entre 1 et 4%. En moyenne, ça va être plutôt 1,5%. Alors vous allez me dire, c'est pas beaucoup. Mais il se trouve que beaucoup de ces groupements fonciers viticoles proposent de toucher le dividende non pas en argent, mais en bouteille. Auquel cas, le dividende est en général 2,5 fois supérieur en termes de valeur nette. C'est combien de bouteilles par part? Alors, ça dépend après des groupements fonciers viticoles. Il y en a où les parts, parce qu'on achète une part d'un coup, hein, c'est pas comme sur un courtier où il y a de l'achat fractionné. Il y en a certains pour lesquels les parts sont à 5 000 euros, d'autres pour lesquels ils sont à 8 000 et d'autres pour lesquels c'est à 50 000. Donc ça demande pas toujours le budget, quoi. Après, il y a aussi un autre problème avec ce type d'investissement, c'est que les places sont limitées dans les groupements fonciers viticoles. C'est pas toujours possible d'entrer et ça peut mettre parfois du temps à sortir. Donc on parle d'un investissement qui est assez peu liquide. Mais bon, si vous tapez GFV sur internet, vous en trouverez tout un tas, il y a des comparateurs, etc. Un point auquel il faut faire aussi attention, lorsque vous vous intéressez au groupement foncier viticole, c'est les frais d'entrée. Parce que comme sur tous les placements peu liquides, vous allez passer par une société qui va gérer les différentes parts, et vous pouvez avoir... si, dans l'hypothèse, vous vouliez acheter une part et la revendre une semaine plus tard, vous la revendriez sensiblement moins cher que ce que vous avez acheté. Une autre façon de s'exposer aux terres agricoles, c'est de passer par une SCPI. Donc les SCPI, c'est ces espèces de fonds qui permettent d'investir dans l'immobilier, une espèce de panier de parts d'immobilier. Et on a aujourd'hui, alors j'en ai noté qu'un seul, un fonds SCPI qui s'appelle les Grands Palais, qui permet d'investir directement dans les vignobles. Donc là, on est un peu moins proche du producteur, donc on oublie les bouteilles de vin en dividendes. En revanche, il y aura sans doute plus de liquidité et un peu plus de transparence sur la valeur des terres. En ce qui concerne le rendement du dividende, on est sur du 0,8%. Et à côté de ça, la différence entre le prix d'entrée et le prix de sortie, ça fait mal, c'est 8%. Mais, vous me direz, bon, il y a des frais,
Les rendements, c'est aux alentours des 1%, soit, mais est-ce que ça grossit? Et figurez-vous que sur les 5 dernières années, beaucoup de ces placements ont eu une croissance qui est assez raisonnable, entre 6 et 8% en moyenne par année. Après, faut se rendre compte quand même que c'est beaucoup plus dangereux que, mettons, des actions. Pourquoi? Parce que une vigne, si elle s'enflamme, fatalement, elle perd énormément de valeur. Ensuite, on peut faire des mauvaises récoltes et avoir une chute de revenus et une chute de valeur du placement. Et à côté de ça, les frais et la faible liquidité font que pour être rentable dans ce genre de placement, c'est pas un placement à 2 ans, c'est plutôt un placement à 10 ans, voire à 15 ans, voire un truc qu'on va laisser, quoi. Alors, après, une vigne, ça peut s'assurer, contrairement à une action. Une action, ça peut s'assurer. Ça peut s'assurer déjà parce que l'entreprise, entre autres, s'assure, mais aussi parce que dans les actions, il y a quelque chose qu'on appelle les options. Et les options, en fait, c'est typiquement des assurances. C'est l'assurance de pouvoir vendre ou de pouvoir acheter une certaine action à un moment donné. Alors moi, je me suis dit, bon, les SCPI, c'est quand même beaucoup de frais. Les groupements fonciers viticoles, c'est pas toujours approprié pour tous les profils. Pour les gens qui sont dans l'instantanéité, ce qu'on aime, c'est avoir le prix en direct. Et j'ai trouvé une autre façon d'investir directement dans les terres en passant par les rates. Et alors là, j'aimerais remercier Clean Your Finance, que vous pouvez trouver sur Twitter, qui m'a indiqué 2 rates qui investissent en partie dans les terres viticoles aux États-Unis. Alors la première, c'est Gladstone Land, donc le ticker c'est Land, L-A-N-D, et l'autre c'est Farmland Partners, et là le ticker c'est FPI. Et donc là on a des rates, donc des entreprises qui sont comme des SCPI mais cotées, et qui vont racheter énormément de propriétés, qui vont toucher des loyers. Et ces dernières ont énormément de propriétés viticoles et touchent des loyers dessus. Et alors là, on est sur des rendements qui sont plutôt de l'ordre des 4%. Et on a Gladstone qui va non pas donner ces 4% une fois par an, mais qui va les répartir sur les 12 mois de l'année. Et à côté, Farmland Partners, qui va nous en donner une partie chacun des trimestres. Alors, c'est très sexy, mais les rates, attention. Moi, je suis pas un expert de ce type de boîte, et personnellement, j'ai plutôt tendance à les éviter, notamment parce que c'est des boîtes qui se financent énormément par la dette et par la dilution de l'actionnariat. Il faut savoir que les rates, en fait, c'est des boîtes qui sont obligées contractuellement de reverser une grosse partie de leurs bénéfices sous forme de dividendes, et donc ne pouvant pas réinvestir dans la boîte, elles trouvent d'autres moyens de financer la boîte, et notamment la dilution des actionnaires. Mais ça ne veut pas forcément dire que ce sont des mauvaises boîtes. On a des boîtes comme Realty Income ou Vici qui sont particulièrement appréciées des investisseurs. On avait parlé des rates lors de l'épisode du portefeuille du boomer, si tu t'en souviens. Ah bah oui, les fameuses rates EHPAD. Vous irez l'écouter, bien sûr. Alors là, je pense qu'on a listé les placements les plus boomers possibles. Bon, alors la bouteille, c'est un peu boomer. C'est boomer notamment si vous avez la place pour avoir une cave chez vous, parce que vous avez de l'argent et vous avez de l'immobilier. Mais alors le placement à 1,5% avec des gros frais d'entrée, gros frais de sortie, avec l'argument fiscal de la succession, ça c'est vraiment un truc qui plaît aux grands-parents. Mais ici, qu'est-ce qu'on veut? On veut faire de la thune. Et quel est le meilleur endroit pour faire de la thune, mon cher Maurice? Une banque. Les actions. Aussi, oui. Braquer une banque, ça marche. Braquer une banque, ça marche. Oui, après, là, c'est plus difficile de se faire assurer. On veut monter à la source. On a dit qu'on montait à la source. Moi, je monte à la source. On change d'univers, donc on s'intéressait aux bouteilles en tant que telles, puis on s'intéressait à la terre, mais maintenant on va s'intéresser à ceux qui vendent les bouteilles. Oui, alors, avant de passer à ceux qui vendent les bouteilles, moi j'avais des questions à te poser. Voyons, tu es parti trop vite en besogne. Est-ce que, au-delà, ce qui m'intéressait dans le sujet de l'investissement dans la terre, c'était les groupements fonciers viticoles.
C'est parce que c'est vraiment un ovni. J'imagine que c'est un truc franco-français, ne serait-ce que par l'avantage fiscal pour les successions. Si je ne m'abuse, ce n'est pas le GFV qui exploite la terre. Ils ne font que la louer aux différents producteurs, et c'est comme ça qu'ils se rémunèrent en quelque sorte. C'est ça, en fait, ils vont la louer, mais de ce que j'ai compris, ils touchent des récompenses en fait sur la production de l'exploitation. Et alors, l'intérêt, c'est cette rentabilité entre 1 et 4%, mais qui peut être multipliée si on préfère être payé en nature. Qui plus est, si on tient en compte tout ce qu'on a dit au début de l'émission sur l'investissement dans les bouteilles. Mais est-ce que, si on résout le problème d'illiquidité, le fait de devoir les gros frais d'entrée, les gros frais de sortie, et surtout le fait de retrouver les repreneurs, est-ce qu'on peut aussi avoir une rentabilité sur la revente de ces parts? Alors oui, comme je te disais, sur les 5 dernières années, on a pu observer sur beaucoup de ces GFV une évolution du prix de la part à la hausse qui était entre 6 et 8%. Après, il y a quand même un côté très aléatoire, parce que il peut y avoir des mauvaises récoltes, il peut y avoir des accidents, des parasites, des catastrophes naturelles, des choses comme ça. Après, moi, ce que je trouve assez intéressant avec ce placement-là, c'est qu'il y a quelque chose de très enraciné dans le territoire. Et ça donne envie, tu sais, d'être vieux et de posséder ses parts d'un vignoble, de toucher ses dividendes préférentiels. Surtout qu'avec le réchauffement climatique, bientôt j'aurai d'excellentes plantaisons en Bretagne, pas que de vignes, mais aussi de cacao et de bananiers. Et de cannabis. Voilà, peut-être pas. Alors, je crois que c'est Champagne qui a les terres les plus chères en tout cas, et les plus demandées. Ah bah tiens, j'ai les chiffres sous les yeux. Dans les années 90, le prix moyen de l'hectare en Champagne, c'est 200 000 €. Et aujourd'hui, c'est 1 100 000. Ce qui est un joli fois 5.5. C'est comme si tu avais acheté un appartement de 100 mètres carrés à Paris dans les mêmes années, en fait. Alors, certains te diront, compare le prix d'LVMH à l'époque et le prix de LVMH maintenant. Parce qu'attention, LVMH, ils ont commencé en achetant du Veuve Clicquot et différents champagnes. Intéressante l'histoire de la Veuve Clicquot. Intéressante également l'histoire de Monsieur Dom Pérignon. Si mes sources sont exactes, le Dom Pérignon était un prélat qu'on avait mandaté pour comprendre pourquoi les bouteilles de vin explosaient dans les caves. Car figure-toi qu'elles explosaient. Et en réalité, c'est parce que dans la région de Champagne, les saisons passent plus vite. Et donc lorsqu'elles passent plus vite, le phénomène de... La fermentation ? La fermentation, merci. Je ne sais pas pourquoi j'avais perdu le mot. La fermentation, en fait, s'arrête lorsque les températures baissent. Et comme les saisons passaient plus rapidement, la fermentation s'arrêtait et donc les producteurs pensaient que c'est bon, les bouteilles, le vin était prêt à être mis en bouteille. Et sauf qu'une fois mis en bouteille et que les chaleurs revenaient, la fermentation reprenait, créant plus de gaz à l'intérieur. Et paf, ça faisait éclater les bouteilles. Et Dom Pérignon, après de longues années de recherche, pour réussir à endiguer ce phénomène, a tout simplement décidé d'acheter des bouteilles de verre plus épaisses pour pouvoir contenir ces bulles. Il fallait y penser. Il fallait y penser. Et c'est comme ça qu'on a créé un des meilleurs vins au monde, le vin de Champagne. Très bien, donc le Prosecco ne saurait imiter. Ah ben le Prosecco n'a pas l'appellation d'origine protégée. Alors je te laisse poursuivre avec l'investissement dans les dans entreprises ceux qui vendent l'alcool. Qui vendent l'alcool. Excellent. Parce qu'on a vu comment toucher des rentes des terres, on a vu comment spéculer sur les bouteilles, mais il y a un autre domaine duquel on est plus familier, qui est sans doute beaucoup plus facile à prendre en main, qui est la question de l'investissement dans les boîtes qui vendent l'alcool. Et alors là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher toutes les larges capitalisations qui vendent des spiritueux,
en excluant LVMH, parce que LVMH c'est un peu particulier, ils sont passés dans le luxe. J'en ai pris comme ça une jolie quinzaine, et c'est assez intéressant, parce que c'est un domaine dans lequel il y a un profil de boîte qui ressort quand même beaucoup. Les boîtes cotées dans les larges capitalisations qui vendent des spiritueux, qui vendent de l'alcool, que ce soit des alcools doux ou des alcools très forts comme des liqueurs, sont généralement des boîtes qui vont posséder 2, 3, 10, 30, 50, 100 marques. Donc c'est une espèce de portefeuille varié de différentes marques. Je peux citer notamment Pernod Ricard, ou même Heineken, ou alors Campari, qui sont des boîtes comme ça qui vont posséder différentes marques. Donc en général, ils vont avoir des marques mondiales qui vont réussir à exporter un peu partout, et ils vont racheter des boîtes locales. Donc pourquoi posséder différentes marques? Déjà pour une optique de diversification, aussi pour pouvoir pénétrer des marchés qu'ils n'auraient pas pu pénétrer autrement. Et ensuite, quand on a une marque qui a par exemple un bon réseau de distribution, on peut en faire profiter une autre marque. À titre d'exemple, je sais pas, mettons Pernod Ricard. Pernod Ricard va aussi posséder Pastis 51. Les deux vont utiliser les mêmes réseaux de fournisseurs et les mêmes réseaux de distribution. Dans ce secteur, la croissance des entreprises se fait énormément de façon externe. Donc, pour rappel, il y a deux types de croissance pour l'entreprise. Il y a la croissance interne et la croissance externe. Donc la croissance interne, qu'est-ce que c'est, mon cher Maurice? Je suis tout oui. Eh bien, la croissance interne, c'est le fait tout simplement de posséder une entreprise et de réussir à développer son chiffre d'affaires en augmentant, je sais pas, le prix ou le nombre de contrats, le nombre de ventes, etc. Et la croissance externe, c'est les parts de marché. La croissance externe, en fait, c'est le fait de racheter des concurrents, enfin pas forcément des concurrents, mais d'acheter d'autres entreprises afin d'augmenter son chiffre d'affaires. Et alors, des boîtes qui font purement de la croissance externe, c'est pas toujours un bon signe, mais dans le cas des spiritueux, c'est la norme. En fait, une entreprise qui a un bon avantage compétitif, c'est une entreprise qui a des finances suffisamment saines et qui a un réseau de distribution suffisamment fort pour être capable de racheter des marques, de les développer et de consolider son réseau de manière tentaculaire. Dans le luxe, ça marche comme ça, par exemple. LVMH ou Kering sont des groupes qui fonctionnent énormément par rachat et par croissance externe. Par contre, quand on regarde un domaine comme le conseil, dont on avait parlé lors de la genèse du doigt mouillé, voir une entreprise qui est obligée de faire des rachats pour faire de la croissance, c'est plutôt inquiétant. Ce qu'on veut voir, c'est qu'une entreprise est capable de fidéliser des clients et d'en acquérir de nouveaux. Alors l'autre point saillant, c'est que c'est quand même très concurrentiel, hein. Et on a beaucoup de boîtes qui n'arrivent pas à gagner à ce jeu du rachat perpétuel et du développement perpétuel, et ça nous fait comme ça des boîtes qui sont très souvent endettées et qui ont parfois même des flux de trésorerie négatifs. Donc chose très inquiétante dans les boîtes qui sont représentées dans le secteur des spiritueux. Je te laisse deviner quels pays sont représentés. Alors, moi j'aurais tendance à dire les Pays-Bas. Oui, avec Heineken. Avec Heineken, oui, tout à fait. Ensuite, évidemment, la France avec Pernod Ricard. Pernod Ricard, bien sûr, et LVMH. Ouais. L'Italie avec Campari. Campari, exactement. Campari. Davide Campari. Ah, j'aime beaucoup Campari. Il possède énormément de marques françaises d'ailleurs, hein, que ça soit dans les vins, dans les rhums. Ensuite, on a peut-être la Chine avec Tsingtao. Mais oui. Tsingtao, j'ai un doute parce que je crois que le port de Tsingtao en Chine était en réalité une colonie allemande.
Alors Mm. oui, mais quand tu vas sur le site de Tsingtao dans les relations investisseurs, les présentations sont en chinois, donc Mm. Oui, ça alors, reste quand en tout même cas, très loin. oui, ça a dû être, ça a dû repasser sous les mains des Chinois ensuite, mais ça explique en revanche pourquoi il y a de la bière en Chine, quoi. Il a fallu que des Boches, avec le seul bout de terre qu'ils avaient là-bas, se mettent à fermenter de l'orge et du houblon. Ah ben, il y a eu un rayonnement culturel allemand, il faut le souligner. Ensuite, j'aurais tendance à dire le Japon avec le whisky. Et alors là, exactement, c'est le Japon que moi j'ai vu presque le plus représenté dans tout ce que j'ai vu en termes de marques, avec Sapporo, Asahi, Yamaya, ça faisait quand Ils sont même forts, c'est beaucoup de Nippon. boîtes. Oh, ils sont ni bons ni mauvais. Hein. Mais on a aussi un dernier pays qu'on n'a toujours pas cité, un grand pays, un pays très riche, Les États-Unis sûrement. les États-Unis, avec Brown Forman, qui est le groupe qui possède notamment Jack Daniels. Alors ce qui est intéressant Très avec mauvais ces boîtes, whisky, mais non, c'est pas très bon. Hein. Une des choses qui a fait que j'ai eu du mal à me mettre au whisky, c'est que mes premières expériences en whisky, c'était du Jack Daniels, bien sûr, en tant que jeune homme naïf, j'avais accepté mélanger avec du coca, et c'est pas très bon. Alors, autre chose qui est assez intéressante dans ces entreprises, c'est que c'est beaucoup des boîtes familiales. Et en fait, souvent, c'est quoi? C'est une marque de spiritueux qui a eu beaucoup de succès, qui a commencé à racheter des concurrents, qui a réussi à les consolider, et qui progressivement a constitué un portefeuille de différentes marques. Bon, c'est le cas d'Heineken, c'est le cas de Campari, c'est le cas de Pernod Ricard, c'est le cas de Brown Forman. Et en ce qui concerne à chaque fois, c'est Asahi le et nom Sapporo, des familles. Hein. c'est ça. C'est ça, Pernod Ricard, c'est la famille Pernod et la famille Ricard, par exemple. Et alors, parmi ces entreprises, je vous disais qu'il y en avait beaucoup qui étaient pas bonnes. Il y en a beaucoup qui ont du mal à naviguer, qui ont eu du mal à naviguer lors des 5 dernières années. Il y a eu beaucoup de baisse du chiffre d'affaires. La période du Covid n'a pas été facile. Hein. Je vous disais tout à l'heure que l'alcool, ça se vendait beaucoup en bar et en restaurant. Et lors de la période du Covid, il y a eu une vente, enfin une chute des ventes qui a été assez significative. Et en fait, les entreprises qui n'avaient pas une bonne situation financière, ça leur créait des problèmes sur leur flux de trésorerie et ça rendait leurs finances tout de suite beaucoup moins saines. Mais on a quand même quelques entreprises qui sont sorties du lot. Et alors, celle qui m'a le plus impressionné, bien sûr, c'est Pernod Ricard. Alors, avant ça, je vous préviens, moi je suis investi dans Pernod Ricard, donc j'ai sans doute un biais quand je parle de tout ça. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes ces entreprises et je les ai comparées sur tout un tas de critères. Par exemple, la valorisation, le rendement du dividende, l'évolution des capitaux propres sur 5 ans, le niveau des capitaux propres, le niveau de la dette totale, l'évolution des flux de trésorerie, l'évolution du chiffre d'affaires, de l'EBITDA, du résultat net, etc. L'évolution de la marge. Et Pernod Ricard, c'était pas mal. Alors aujourd'hui, Pernod Ricard est plutôt pas trop cher. On est sur un PER qui est aux alentours des 18, sachant que le PER moyen dans le secteur, c'est plutôt 28. Après, la moyenne, ça peut être un peu trompeur. Donc si on prend la médiane, c'est 18. Hein. Pernod Ricard est clairement dans la moyenne. Et à côté de ça, un rendement de son dividende qui est à 3%. 3%, c'est quand même 2 fois plus que les groupements fonciers viticoles dont on parlait tout à l'heure. À côté de ça, on a quand même eu une évolution moyenne sur les 5 dernières années des capitaux propres qui était de 15%. Donc augmenter ses capitaux propres de 15%, c'est quand même assez joli. On a la dette qui a pas énormément monté, elle a monté en moyenne de 7% sur la même période. Et à côté de ça, le free cash flow, donc en fait les flux de trésorerie qui ont fait en moyenne plus de 100%. Donc bon, dans ça, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut s'attendre à ce que ça baisse, mais des flux de trésorerie qui montent, ça veut dire plus d'argent
pour racheter d'autres boîtes, plus d'argent pour des dividendes, plus d'argent pour des rachats d'actions. À côté de ça, il y a une montée du chiffre d'affaires qui était en moyenne de 27%, ce qui est aussi énorme, et un bénéfice qui a vraiment explosé. Et à côté de ça, la boîte est assez modérément endettée. Dans le même genre, on a Heineken, qui est aussi une boîte qui est pas très chère du tout. On est sur les mêmes niveaux de valorisation que Pernod Ricard. On va avoir un dividende qui va être assez élevé, qui va être à 2%. Et pareil, on va avoir des flux de trésorerie qui vont énormément monter, des capitaux propres qui montent, une dette qui va pas être trop élevée, à ceci près que si on regarde le ratio de la dette par rapport aux capitaux propres, on est quand même sur du 84%. Bon, c'est pas inquiétant, mais c'est quand même assez élevé. Et à côté de ça, c'est une boîte qui a des jolies marges, presque 10%, qui a un rendement de ses capitaux propres qui est aux alentours de 14%. Donc voilà, on a des belles boîtes en Europe. Les plus belles boîtes, c'est dans le top 3, je dirais, Pernod Ricard, Heineken et Campari, avec Brown-Forman qui est aussi plutôt en bonne santé. Mais de l'autre côté, quand on regarde les boîtes asiatiques, ça pue un peu des fesses. On a comme ça des boîtes qui ont vu leurs capitaux propres qui ont parfois baissé de 31% en moyenne sur les dernières années, qui ont à côté de ça des flux de trésorerie qui se sont totalement effondrés, et on a parfois même des leviers sur l'equity qui sont à 150% et des leviers sur l'EBITDA qui sont à 10. Donc 10 c'est n'importe quoi, c'est encore pire qu'un Altis. Alors mon cher Maurice, est-ce que dans toutes ces boîtes, il y en a qui ont résonné dans tes oreilles? Est-ce qu'il y en a dans lesquelles tu compterais investir ou dans lesquelles tu es déjà investi? Écoute, cher Robert, je te rappelle qu'ici nous ne donnons pas de conseils en investissement, nous ne donnons qu'un ressenti doigt mouillesque. Mais pour tout te dire, je n'ai pas encore investi dans les alcools. Si, bon, au-delà de ça, si je devais investir, ça serait certainement dans ce cher Pernod Ricard. Encore que, comme tu le verras, en France, on a des enjeux fiscaux qui peuvent avoir un impact sur les ventes. Avant de rebondir sur ces enjeux fiscaux, j'aimerais résumer donc ce qu'on a vu sur la question des boîtes cotées. Premièrement, ces boîtes cotées, en fait, sont généralement des boîtes qui vont posséder des portefeuilles très variés, tant sur le plan des types d'alcool que sur le plan géographique. On va avoir des marques internationales, des marques locales. Beaucoup de ces boîtes sont des boîtes familiales. L'avantage compétitif, le moat de ces boîtes se mesure plutôt dans la capacité à pouvoir racheter de nouvelles boîtes. Ce sont des boîtes qui, de par le modèle basé sur la croissance externe, sont souvent assez endettées, avec un levier médian qui est aux alentours des 73% sur les capitaux propres et aux alentours des 2,65 sur les l'EBITDA, ce qui est quand même assez élevé. Dans lequel il n'y a pas toujours des très grosses marges, mais dans lequel on peut voir quelques champions comme Ricard, Campari ou même Heineken. Ce sont des boîtes qui sont quand même assez dépendantes des conditions macroéconomiques. Aujourd'hui, le plus gros endroit de croissance de ces boîtes, comme on le voyait en fait dans le début de l'épisode, c'est l'Asie. Si demain on a un pet en Asie, ça va faire mal pour leur chiffre d'affaires. Donc, attention, prendre ça en compte quand on fait des décisions d'investissement. Mais alors, supposons que moi j'ai acheté une bouteille par-ci, une terre par-là, une entreprise, je ne sais pas, du Tsingtao, que j'ai acheté à la bourse de chez Tank Frères. Que va faire le fisc, mon cher Maurice? Le fisc, il va vous tendre un guet-apens. Je transforme, par un coup de baguette magique, je me permets de transformer cette rubrique du doigt mouillé en l'instant contribuable, qui est l'autre rubrique phare du régime des actifs. Et dans cet instant contribuable, j'aimerais vous parler de la taxation des alcools en France. Évidemment, quand vous achetez une bouteille, la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle poche finit en premier votre argent. Prenons tout d'abord la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée.
Invention française, monsieur. Ah bah justement, c'est une invention qui date de 1954, figure-toi. Comme quoi, nous savons contaminer le reste de la planète avec nos idées merveilleuses. Et alors, la TVA, c'est un impôt indirect qui est appliqué proportionnellement sur le prix de vente, hors taxe, des biens, mais aussi des services. Et donc, il est indirect, parce que, évidemment, vous ne le payez que si vous consommez. Et alors, c'est un impôt qui n'est pas directement collecté par l'État, à l'inverse de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il est collecté par les entreprises qui sont ensuite redevables de leur part de TVA. Mais Robert, j'ai un cas de pratique à te poser. Dans une chaîne de production, il y a différentes entreprises. Est-ce qu'elles se récoltent chacune une TVA ? Ah ben à mon avis, il va y avoir de la TVA à tous les étages. Il y a de la TVA à tous les étages, mais elle est déduite au fur et à mesure. Donc, je vous apprends rien si je vous dis que lorsque moi, consommateur, j'achète une paire de chaussons pour l'hiver. J'achète une paire de chaussons, ces chaussons Hermès de luxe, et je les paye 120 €. Et t'es généreux, là. Et je suis généreux. Je suis très généreux. Le prix hors taxe sera 200 €. Et l'entreprise collecte pour l'État 20 €. Et cette dernière va déduire de ces 20 € la TVA qu'elle a elle-même payée chez son fournisseur de fourrure, par exemple. Si son fournisseur lui a vendu ces mêmes fourrures 70 €, toutes taxes comprises, ça sera donc 14 € déductible. On fait 20 moins 14, donc 6 €. Et ainsi de suite, jusqu'à remonter aux chasseurs de belettes qui ont servi à faire la fourrure et qui lui aura directement sa valeur ajoutée dessus de 20%. Et j'ai dit 20% parce que c'est le taux dit normal de TVA, en tout cas en métropole. Mais attends, je t'arrête juste avant que tu parles, que tu embrayes sur les taux spéciaux. T'es en train de me dire que sur ma fiche de paye, entre le montant payé par l'employeur et ce que je gagne effectivement, qui va dans ma poche après impôt, il y a déjà 50% qui partent, mais sur les 50% qui sont partis, quand je vais faire des courses, quand je vais aller au restaurant, quand je vais acheter des chaussons Hermès ou des chaussons aux pommes, il y a 10 ou 20% qui vont encore partir. Et c'est pire que ça, Robert, c'est pire que ça, parce que figure-toi que sur la valeur ajoutée de l'entreprise, tu payes les impôts de l'entreprise, entre autres. L'entreprise, lorsqu'elle fixe son prix de ses chaussons, dans son prix, elle compte évidemment tout un tas de charges, parmi lesquelles les impôts. Et donc, c'est ensuite cette plus-value dans laquelle on fait rentrer également ces charges-là. Donc, tu payes des impôts sur des impôts. Comme tu le disais, c'est entre 2,5% et 20%, parce que la TVA ne s'applique pas de façon égale. Un champagne et un chausson aux pommes ne sont pas imposés de la même façon ? Ne sont pas imposés de la même façon. Et ne sont pas imposés de la même façon en fonction de l'endroit où tu te trouves. Ça perd les popettes. Il y a des taux réduits également par zone géographique, notamment l'outre-mer et la Corse, du moins pour certains produits. Donc l'outre-mer, tu connais bien, forcément, tu y étais cet été. Le redresseur du Zizi y est beaucoup moins cher qu'en métropole. Vous achetez votre bouteille de rhum en métropole et en outre-mer, ça n'a pas le même prix. La bouteille de Saint James que vous aurez, par exemple, mettons à 15 € dans votre supérette du coin, quand vous l'achetez en Martinique, et de préférence dans la rhummerie qui a produite, ça sera plutôt 7 €, 7,50 €. Après ça, vous avez des taux par type de biens, donc par exemple, et de services, par exemple les activités de transport, l'hôtel, les travaux de rénovation, et les biens dits de première nécessité, comme les pâtes par exemple, ne sont taxés qu'à, entre guillemets, 5%. 5,5%. Et donc la question que je te pose, c'est à combien s'élève la TVA sur l'alcool ? Alors là, en faisant mon petit calcul, en comparant le rhum Saint James qu'on peut trouver en Martinique et celui qu'on peut trouver dans ses meilleures supérettes parisiennes, je dirais 50%. Alors non, parce que comme je te le disais, c'est compris la TVA c'est entre 2,5 et 20%, mais c'est 20%, c'est le maximum. Ça va être 20% alors. Donc comptons qu'il y a des frais de transport. Alors, ce qui est rigolo, c'est que les cigarettes, en revanche, c'est 16%. Drôle de
Drôle de différence, parce que dans les deux cas, il n'y a pas de raison de faire payer moins de TVA sur les cigarettes. C'est pas pour autant que vous payez pas beaucoup d'impôts sur vos cigarettes. Et bon, du côté de l'alcool, on a déjà 20%. Bon, 20%, c'est un peu la norme pour le reste. Ça fait un peu mal, mais on le comprend. Donc rien d'anormal. Mais en plus de cette TVA, il y a les fameux droits d'assises. Donc, les droits d'assises, ce sont des impôts indirects sur la vente et qui varient en fonction déjà du produit, que ce soit par type de spiritueux. Donc les vins normaux sont taxés à 4 euros par hectolitre. tandis que les vins mousseux, eux, sont taxés à 10 euros par hectolitre. Les droits d'assises sur la bière varient en fonction de son degré d'alcool et de la taille de la brasserie. Et les spiritueux, au sens propre du terme, sont soumis à une taxe beaucoup plus élevée, calculée en fonction de l'hectolitre d'alcool pur. Donc si je reprends, c'est 4 euros par hectolitre pour les vins dits tranquilles, donc c'est-à-dire les vins normaux, 10 euros pour les mousseux, 50 euros pour les vins naturels. Alors, sais-tu ce que c'est qu'un vin naturel ? Ah, ça doit être un vin sans sulfite. Exactement, c'est les vins sans sulfite. Que je suis un grand consommateur de vin naturel, pour la simple et bonne raison que le lendemain, vous n'avez pas de gueule de bois. Mais maintenant, je saurais la raison du prix exorbitant des vins naturels, c'est qu'il y a 50 euros de droits d'assises par hectolitre. Alors, blague à part, je discutais l'autre jour avec un traiteur dans le cadre d'un événement que je dois organiser, et je lui demandais, mais dans votre cave, est-ce que vous avez des vins sans sulfite ? Et il me disait, mais qu'est-ce que c'est que ça, vin sans sulfite ? Je lui dis, vous savez, parce que c'est lorsqu'on fait vin sans un grand sulfite événement, ajouté, hein, parce que les vins ont naturellement des sulfites en eux. on risque d'avoir la tête qui tourne. Cette traiteur, en l'occurrence, m'a rétorqué que c'est le vin qui donne mal à la tête, souvent c'est de la piquette. C'est très bien résumé. Mais bon, alors, 50 euros de l'hectolitre, ça semblait déjà énorme. Mais lorsqu'on passe au rhum, là on passe à 900 euros de l'hectolitre. Ah, on comprend comment le prix a doublé. Parce que je vous donnais l'impression que les vins c'était déjà beaucoup taxé, mais en fin de compte, les vins c'est ceux qui sont le moins taxés. C'est quelques poussières de centimes sur votre bouteille. Par contre, les autres alcools, et là par autre alcool j'entends les whisky, les vodkas et tous les trucs un peu plus costauds, ça monte jusqu'à 1800 euros de l'hectolitre. Et alors, ça fait beaucoup, n'est-ce pas, mon cher Robert ? Ah ben alors là, j'ai l'impression d'être en Iran. On a la police des mœurs qui vient distribuer des amendes aux impies qui consomment de l'alcool. Eh ben, figure-toi que ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini parce que à cette TVA et à ces droits d'assises, on rajoute la cotisation de sécurité sociale. Et les boissons... il n'y en a plus, il y en a encore. Il y en a encore. Alors, les boissons alcoolisées, titrant à plus de 18% d'alcool, versent une cotisation à la sécurité sociale. Et donc, c'est une troisième taxe qui a été instaurée dans les années 80. C'est une taxe sur les cancers et les accidents de la route provoqués. Alors, ça finance l'assurance maladie. Et elle a été créée en raison des risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la santé. Enfin, la cotisation de sécurité sociale, elle est payée par les importateurs ou les entrepositeurs de ces boissons. Et en 2023, du coup, c'est 600 euros de l'hectolitre. 600 euros de l'hectolitre lorsqu'on est au-dessus des 18% d'alcoolémie. Et après, ça dépend... Euros. Pardon ? Ça en fait des hôpitaux. Pour autant, je te propose de mettre un peu d'eau dans notre vin. Parce que de ce que j'ai pu lire, au total, au niveau des recettes, pour l'État, ce ne sont que 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros par an. Et c'est à mettre en perspective avec les coûts liés à la consommation de ces drogues légales, entre guillemets. Et alors là, il y a plusieurs rapports. Et
À combien s'estiment les coûts de l'alcool? Alors, les coûts de l'alcool seraient estimés par an à 102 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Donc on est un peu loin des 4 milliards d'euros que ça génère. Mais après, ça dépend des méthodes dont on le calcule. Je pense que j'ai trouvé le papier qui était le plus virulent envers les alcools, qui sont allés jusqu'à calculer les pertes de productivité au sein des entreprises pour les salariés qui seraient alcooliques. Donc, Et à combien s'estiment les gains liés à l'alcool? ah bah ça c'est au niveau de... Faudrait faire un calcul au niveau de la TVA, si c'est pas compris dans les 4 milliards, de l'impôt sur les sociétés, et ainsi de suite. Mais là, je n'ai pas les chiffres. Et alors pour moi, il y a aussi des gains qui sont assez intangibles. Loin de faire la promotion de la consommation abusive d'alcool, au contraire, je vous incite à être modéré parce que ça peut entraîner quand même certains problèmes de santé. L'alcool a quand même des vertus, disons, sociabilisantes. Ah bah rien que le redresseur de Zizi, je vous fais pas un dessin. Avec combien d'enfants ne seraient pas nés sans redresseur de Zizi, bien sûr. Comment voulez-vous qu'on paye vos retraites, enfin? Et si GG n'avait pas été suffisamment bourré pour avoir le courage d'aller parler à Sandrine et de lui montrer son calibre 12 la nuit tombée. Très bien. Bon, en tout cas, c'était tout pour moi au niveau de l'instant contribuable. Maintenant, vous saurez lorsque vous voudrez investir dans le dernier Dom Pérignon millésime 2008, que vous paierez en plus de la TVA, des droits d'assises et des cotisations sociales. Alors, si on voulait conclure en résumant cet épisode, le marché des spiritueux et de l'alcool en général est un marché qui a tendance à croître au niveau planétaire. C'est un marché juteux et qui donc attire beaucoup de gens qui veulent faire de l'argent, parmi lesquels les actifs, les entreprises et l'État. Alors l'État veut faire de l'argent en faisant plein de taxes, plein de juteuses taxes sur la vente des spiritueux, mais nous, particuliers, nous pouvons faire de l'argent de différentes façons, via la spéculation dans les bouteilles, via l'achat de propriétés terriennes, d'ailleurs qui sont sujettes à la taxe foncière sur le non bâti, qui est souvent beaucoup plus élevée que celle sur le bâti. Je vous renvoie à notre épisode sur la taxe foncière. Et en dernier lieu, dans des entreprises qui vendent directement l'alcool, qui sont généralement des boîtes familiales, et sur lesquelles il faut faire attention pour bien choisir les boîtes avec de la jolie croissance et une bonne santé financière. Un mot de la fin, mon cher Maurice? Mon cher Robert, moi je dirais le pastis c'est bien, les blondes c'est mieux. D'ailleurs, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Ce serait pas Jonathan? Ben non, c'est le pastis. Allez, gros bisous. Gros bisous. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Chevalier de la table ronde, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. Goûtons voir, goûtons voir, goûtons voir si le vin est bon. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux. J'en boirai 5 à 6 bouteilles, une femme sur les genoux. Une femme, une femme, une femme sur les genoux. Une femme, une femme, une femme sur les genoux.